Alors, du coup, on change un peu de production, même si Simon avait regardé ce qui se passait un peu en ovin. Je pense qu'il va présenter l'essentiel en bovin aujourd'hui. Mais du coup, on passe sur un sujet qui est d'actualité sur l'autonomie protéique des fermes bio en ovin viande. Donc, c'est vraiment les prémices des premiers résultats du projet Cap Protéines qu'on est en train d'investiguer. Donc, les données sont en train d'être traitées. Donc, c'est voilà, une première mise. Du coup, pour vous recontextualiser un petit peu le sujet, on s'est posé la question de pourquoi reconquérir l'autonomie des systèmes de ruminants. En fait, vous pouvez le voir sur le graphique, l'évolution des surfaces cultivées en légumineuses fourragères en France, elle s'est complètement écroulée. C'était une production qui était vraiment présente en 1960, puis qui a vraiment diminué en termes de surface d'hectares. Donc, ce déclin, en fait, on l'explique depuis les 30 Glorieuses par une période qui a été marquée par de profonds changements, avec de la mécanisation dans les exploitations, de l'intensification, une disponibilité sur les intrants, et puis l'apparition assez forte de la culture de maïs qui a fait que la surface en légumineuse, elle a pas mal chuté au fur et à mesure des années. Du coup, pourquoi se concentrer sur l'autonomie protéique? C'est que c'est un sujet qui est à la croisée de multiples enjeux. Le premier qui est à la fois la question de la maîtrise des coûts de production et de réduire aussi la dépendance aux marchés mondiaux par rapport à la matière première. C'est complètement d'actualité aujourd'hui et encore plus en production bio, au vu du cours des concentrés ces derniers jours, ça commence à poser des questions. Un autre point qui est aussi autour de l'atténuation du changement climatique. Comment remettre les prairies, les légumineuses au goût du jour et renforcer l'efficience protéique. Et en même temps, comment s'adapter aussi au changement climatique, donc avec des possibilités autour de l'implantation de luzerne, de valorisation de prairies à des périodes qui étaient peut-être délaissées et moins mises en avant. Assurer aussi en fait une transition énergétique via le versus biocarburant en production de tourteaux de colza pour l'alimentation animale. Et enfin, le dernier peut-être enjeu qui est un processus de production plus vertueux, sans OGM, local et qui fait fi par rapport à la déforestation. Et donc, on soit capable de capter de la valeur sur le produit lait et viande et de relocaliser certaines productions plutôt que de faire appel à de l'import, notamment de soja, où les 2 dernières décennies, en fait, la consommation de tourteaux, elle a plutôt stagné depuis 2015, mais on est à des niveaux qui sont quand même très élevés, avec moins de tourteaux de colza qui sont utilisés, plus de tournesol et plus ou moins de soja. Aujourd'hui, le tourteau de soja est finalement le premier tourteau qui est importé en France, et sur les 7,5 millions qui sont consommés en France, il y en a 60% qui sont importés. Et du coup, il y a peut-être moyen de remettre de la protéine en local et de moins dépendre de l'importation. Donc sur la partie soja qui fait aujourd'hui en fait le plus débat par rapport au fait que c'est de l'import qui est surtout sud-américain et qui est très controversé par rapport à la déforestation. Aujourd'hui, c'était 1 million de tonnes de tourteaux de soja qui correspondent à 700 000 hectares de légumineuses. Donc, si on reprenait une des premières diapos, il y a du potentiel peut-être à retrouver sur nos exploitations pour en produire. Alors, dans l'importation, les ruminants, c'est 50% du soja importé qui est consommé. Bon, après, vous voyez, les petits ruminants, on n'est pas les plus gros consommateurs. Pour autant, ça rentre dans l'assiette qui est quand même importée et il y a des choses à travailler. Dans le contexte aussi actuel, en fait, on est face à une envolée du prix des aliments. Donc, sur le graphique, je vous ai présenté
l'indice IPAMPA, donc, qui a été actualisé là en août 2022, donc avec les principaux postes de charge. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type d'indicateur, mais qui est un condensé en fait du prix, soit de l'aliment acheté, des engrais et amendements et de tout ce qui est énergie et lubrifiant. Donc j'ai pris ces 3 postes qui sont ceux qui impactent le plus les coûts de production en ovins viande et qui ont augmenté en fait au global. L'indice IPAMPA, il a pris presque 20% sur les derniers 12 mois glissants. Donc c'est assez impactant sur les systèmes. Et 2022 en fait est marqué par des cours de l'agneau et des aliments qui sont assez inédits, avec une estimation qui a été faite dernièrement dans les réseaux d'élevage, où on prédirait en fait une augmentation de plus 1,5 kg carcasse de coût de production. Donc c'est 1,50 €, peut-être qu'on les a sous-estimés parce qu'on n'est encore pas à la fin de l'année. Du coup, sur le sujet de l'autonomie protéique, il y a des systèmes qui sont plus ou moins autonomes et on voit qu'il y a de la diversité. Pourtant, on a des élevages qui arrivent à être à 100% autonomes. Donc, on s'est posé la question de comment ils faisaient. Donc, dans le cadre du projet Cap Protéines, on a suivi 330 exploitations qui étaient autonomes sur le plan protéique et donc une quarantaine en Auvergne. Donc, on est parti du fait qu'aujourd'hui, les fermes qui sont fermes pilotes d'un Cap Protéines en Auvergne, on est à 90% d'autonomie protéique. Et par rapport aux fermes qu'on suit habituellement, on est plutôt à 80%. Donc, c'est une population qui a gagné 10% en plus. Donc, dans ce programme Cap Protéines, il y avait une journée qui était dédiée sur le sujet hier. Donc, vous avez peut-être suivi des conférences, mais c'est juste un petit mémo. Il y avait un volet à la fois analytique sur la mise en place d'essais de démonstration sur des collections fourragères, des tests de sursemis, de la surprise dans des sites expérimentaux et des lycées agricoles, et des essais zootechniques, notamment sur des conduites d'agneaux avec des mélanges fermiers, puis d'autres travaux, et un volet systémique qui a reposé en fait sur le suivi de ces fermes pilotes et la mise en place d'outils de diagnostic, notamment l'outil des voteurs. Donc, si on rentre un peu plus dans le dur de ce qui s'est passé en Auvergne, donc il y a 40 fermes qui ont été suivies. Ces fermes-là, il y en a 8 qui sont mixtes, bovin-viande, ovin-viande. Il y en a 2 qui sont bovin-viande, ovin-viande, volaille. Et on avait 30 exploitations spécialisées. Et sur ces 40 fermes, 17 étaient en bio, avec une représentation nationale, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment des fermes qui ont été suivies sur tout le territoire français, pendant du coup une campagne qui est 2020. Ces fermes, pour analyser les résultats, on s'est basé sur une classification en 4 familles typologiques. Donc, si je prends juste le temps de vous les présenter, c'est qu'on va s'en servir pour la suite d'analyse des résultats. Cette classification, on a l'habitude de travailler sur la présence ou non de parcours et le niveau de chargement. Donc, les fourragers, ce sont nos systèmes les plus intensifs, avec une part de parcours dans la surface fourragère qui est très faible, mais des chargements compris entre 1,4 et 2,5, donc on en a 6. Des systèmes herbagers où la part de parcours est faible, on est sur des chargements qui sont inférieurs à 1,4 UGB par hectare, qu'on a différencié en 2 familles, nos herbagers et nos herbagers plus en fonction du pourcentage d'herbe dans la SAU. Donc c'est les herbagers, on en a 16, les herbagers plus 14. Et enfin, une classe de pastoraux où on en a 4, où la part de parcours est plus importante et les UGB, le chargement est inférieur à 0,5. Donc, sur ces fermes qui ont été suivies, donc vous avez les principales caractéristiques qui les décrivent. En fait, c'est plutôt des structures qu'on a mis en... Pardon. Sur les fermes Cap Protéines, on les a comparées aux fermes qu'on a dans la base de données Diapason, qui n'étaient pas suivies dans Cap Protéines. Donc, c'est à chaque fois sur les diapos ce que vous avez entre parenthèses,
qui sont du coup nos données un petit peu repères de comparaison. Et donc, sur ces fermes cap-protéines, grosso modo, c'est des structures qui sont plus grandes, aux assolements qui sont plus diversifiés, et du coup, derrière, qui ont des chargements moindres au niveau de l'atelier ovin. Donc, quand même, c'est un premier constat, les fermes les plus autonomes sont souvent moins chargées, et avec des taux de productivité numérique qui étaient un peu inférieurs à ce qu'on avait dans la base diapason, sauf pour la classe des herbagés++. Dans ces fermes, du coup, pilotes en ovin viande, on arrivait à 90% d'autonomie protéique, alors que sur les autres fermes en France, on était à 80%. Donc, on voyait qu'il y avait une marge de manœuvre qui était possible, malgré une diversité en fait, de niveaux d'autonomie protéique variable quand même selon les systèmes. Dans ces fermes-là, à travers de l'outil Devotop, on a regardé quelle était l'origine de la MAT achetée sur ces exploitations, d'où en fait provenait la protéine. Donc, vous l'avez sur le graphique de droite, on a regardé par type de système l'origine. MAT tracteur, donc c'est la MAT qui est sur un giron régional, la MAT camion, on est sur un giron plutôt national, voire pays limitrophe, et la MAT bateau, on est sur de l'import. Donc, au global, on était sur une MAT tracteur de 1%, 7% qui était originaire d'origine nationale et 2% bateau d'importation. Donc, au global, la filière ovine, en fait, elle dépendait surtout d'une MAT qui est en provenance nationale, avec un achat, par contre, en local qui est très limité. Et si on regarde par famille typologique, en fait, on observe des différences. La moyenne, elle cache quand même la diversité des résultats. Les fermes, elles sont autonomes sur le plan fourrager. Dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui est assez facile à atteindre en ovin. Par contre, ce qui est beaucoup plus limitant, c'est l'autonomie massique en concentré, où là, on varie de 55 à 63% selon les systèmes. Avec, du coup, les systèmes les plus limitants sont les fourragers, où le niveau de chargement est le plus haut. Du coup, la MAT tracteur selon les systèmes est variable, avec donc chez les fourragers, les systèmes les plus intensifs et assez consommateurs, on a pas mal d'imports. Une MAT camion qui est assez élevée autour de 10%, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos systèmes pastoraux, où il y a très peu d'importation et plutôt une ressource nationale. Donc, on a regardé dans la répartition des élevages selon le niveau d'autonomie protéique, donc par système. Donc, c'est ce que je vous disais, on a de la variation inter-exploitation de 70 à 100% sur les niveaux d'autonomie protéique. De 70 à 80%, on retrouve des herbagés, des fourragers et des herbagés++. La classe de 80 à 90%, on retrouve surtout des herbagés++ et des fourragers. Donc, c'est des systèmes en fait, qui sont assez limités par la part de prairies permanentes et de prairies naturelles dans leur assolement, qui ont peu de terres labourables et donc c'est plus complexe pour diversifier leur assolement. Et dès qu'on passe les 90%, on retrouve beaucoup de systèmes herbagers qui, eux, ont la possibilité de cultiver davantage l'herbe et d'avoir de la céréale autoproduite, ce qui fait qu'ils atteignent le niveau supérieur. Et si on regarde les fermes en bio, alors on est sur, du coup, à gauche, vous avez la description des 17 fermes bio, les 23 fermes qui sont en conventionnel, et en dernier, la comparaison par rapport aux 40 fermes suivies. Elles ont en fait une autonomie fourragère qui est quasi totale, une autonomie massique en concentré qui est légèrement supérieure par rapport au conventionnel, on est à 62% versus 60%. Et au global, en MAT, donc l'autonomie protéique, on est sur des niveaux qui sont supérieurs avec 95%
alors qu'en conventionnel, on est à 86%. Ce qui change quand même pas mal, c'est la provenance de la ressource protéique, où là, on n'est plus du tout sur de l'import et on est sur de la ressource soit qui provient de la région, soit sur de la ressource qui provient du niveau national. Donc là, c'était à l'échelle exploitation. Et si on se recentre à l'échelle de l'atelier, donc c'est des tableaux qui sont dans les premières analyses, c'est ce que vous disiez, donc pas forcément simple à lire, mais c'est peut-être le message qui est le principal dessus, c'est que au final, en ovin, les ateliers, ils sont autonomes sur le plan fourrager. Et on s'aperçoit que les fermes pilotes, ce qui les différencie des autres, c'est qu'elles sont plus autonomes en concentré, sauf pour notre famille des systèmes herbagés plus. C'est plutôt des structures où en fait la quantité de concentré consommée par brebis elle est inférieure et la quantité également de concentré pour produire 1 kg de carcasse d'agneau elle est inférieure par rapport à nos systèmes classiques. Donc c'est essentiellement là-dessus qu'elles vont gagner. Si on regarde sur le plan économique, en fait, le coût du système d'alimentation, il est plus élevé dans les fermes autonomes. Donc, en fait, si on décortique les différents postes qui composent le coût du système d'alimentation, vous avez en bleu l'alimentation achetée, qui est en fait inférieure dans les fermes autonomes. Donc, on est à 1,50 versus 2,30 €. En approvisionnement des surfaces, on est sur quelque chose d'équivalent, 0,9, 0,8 € par kilo carcasse. Par contre, sur la mécanisation, on est sur des charges plus élevées, 4,30 € versus 3,10 € et un coût du foncier supérieur à 1,60 € versus 1 €. Donc au final, nos fermes les plus autonomes, elles étaient sur un coût du système d'alimentation à 8,30 €, alors que dans les autres fermes, on était à 7,20 €. Et du coup, vous voyez bien que c'est les postes de charge qui s'inversent. On est plutôt limité en alimentation achetée. Et par contre, pour produire la protéine, du coup, on investit davantage sur la mécanisation et sur le foncier, et on est sur des structures qui sont plus grandes. Vous pouvez me dire, peut-être que la différence, elle est liée à la productivité de la main-d'œuvre rémunérée dans les deux cas. Ce n'est pas le cas, puisqu'elle était quasiment équivalente. On était à 8,7 tonnes dans les fermes suivies d'un cas protéine et 8,7 tonnes dans les autres fermes. Donc, ce n'était pas ça qui influençait. Et si on regarde entre les bio et les conventionnels, là, l'écart se creuse. On est sur donc que les fermes qui sont suivies d'un cap protéine, donc les plus autonomes. En bio, on est à 1,50 € par kilo carcasse d'alimentation achetée. Au niveau de l'approvisionnement des surfaces, dans les deux cas de figure, on est à 90 centimes. Et par contre, ce sont les charges de mécanisation et de foncier qui sont supérieures. Et là, par contre, on a un effet de production totale d'agneaux, du diviseur en fait qui influe, où on avait dans nos conventionnels 10 tonnes produites, alors qu'en bio, on était à 6 tonnes. Donc ça pèse de manière assez conséquente dans l'analyse. Et en termes de revenus, puisque on a regardé le coût du système d'alimentation, on a vu qu'il était plus élevé dans les fermes autonomes. On s'est dit, finalement, si on pousse l'analyse et qu'on regarde ce qui reste sonnant et trébuchant dans la poche de l'éleveur, qu'est-ce que ça donne? Le revenu moyen était supérieur dans les fermes autonomes. Donc, vous voyez, on était à 1,7 SMIC par UMO dans les fermes suivies les plus autonomes versus 1 SMIC 3 dans les autres fermes du dispositif réseau d'élevage. Et au niveau des bio, on était à 1,9 SMIC par UMO et en non-bio à 1,6 SMIC par UMO. Donc même si le coût du système d'alimentation pouvait paraître plus élevé, pour autant, au global, même si l'échantillon, je vous l'accorde, il est relativement restreint, on est sur 40 fermes,
avec des pastoraux où on a seulement 4 exploitations, on constatait quand même sur cette année-là, la campagne 2020, un revenu qui était globalement supérieur. Et le dernier volet qu'on a regardé, c'était sur le plan environnemental, qu'est-ce que ça donnait entre les fermes les plus autonomes et les fermes qu'on suivait plus classiquement dans le suivi classique réseau. On avait une empreinte carbone nette qui était autour de 25 kg équivalent CO2 par kilo de carcasse produit. Des exploitations qui avaient un potentiel nourricier de 184 personnes par an. Ah oui, vous avez eu les repères bovins-viande avant, donc ça va. On n'est pas du tout, tout à fait sur les mêmes niveaux. En termes de biodiversité, chaque élevage en fait entretenait 183 hectares de biodiversité par hectare de surface ovine utilisée. Donc ça inclut les surfaces à la fois de la SAU plus les surfaces pastorales. Et en termes de stockage de carbone, on était à 348 kg de carbone par hectare. En dessous, vous avez les données qui ont été repérées dans les fermes diapason qui ne sont pas suivies dans le cas protéines. On est sur des choses qui sont quand même sensiblement équivalentes. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les fermes cap protéines, la part de prairies permanentes, elle est souvent inférieure dans la surface fourragère principale. C'est des gens qui ont une diversité d'assolement plus importante, donc ça les pénalise un petit peu, et une présence de haies qu'on a notée légèrement inférieure, mais qui est certainement aussi une méthode qu'on commence à développer en ovin. Donc, il y a encore des repères à acquérir, même par les conseillers, nous, sur la façon de maîtriser les haies, etc. Donc, c'est des premiers repères, mais qui ne font pas office de conclusion aujourd'hui. Donc, on est quand même sur des fermes, à la fois celles qui sont autonomes en protéines et celles qui le sont un peu moins, sur des niveaux de bilan environnemental qui sont sensiblement équivalents. Et du coup, sur les fermes qui sont les plus autonomes, on a regardé qu'est-ce qui se passe dans ces exploitations et qu'est-ce qu'elles ont activé. Finalement, il y a plusieurs leviers qui sont mis en œuvre, il n'y en a pas qu'un seul. Et ce qu'on a le plus souvent observé, c'est la mise en place de métail, donc de mélange céréales protéagineux, qui était mis en place dans un tiers des fermes, donc essentiellement pour contribuer à l'alimentation des agneaux. C'est une façon de produire son aliment fermier et de diminuer la part d'aliments global consommé acheté du commerce. Les exploitations ont travaillé sur l'implantation de légumineuses fourragères pour avoir des surfaces qui produisent à la fois plus en quantité et de meilleure qualité. Et donc là, c'était mis en place dans une ferme sur 4. L'implantation de protéagineux, on a été assez surpris, mais il avait été mis en place dans 30% des fermes suivies d'un cas protéine. C'est lié aussi au fait qu'on a une représentation nationale du projet et du coup, dans certains systèmes, c'est possible. Si on regarde là autour de nous, sur la zone du Puy-de-Dôme, c'est un peu plus complexe. Vaut mieux qu'on travaille sur les prairies, parce que ça sera plus adapté sur notre zone, qui était du coup les prairies multi-espèces. On voit que ça commence à devenir quelque chose de courant en élevage ovin, qui était implanté dans une ferme sur 6. Donc c'est vrai que les anciens mélanges régradactyles, ils ont disparu au profit de prairies beaucoup plus complexes, mais aussi qui ont des capacités d'adaptation selon les années qui sont meilleures. Et enfin, sur une ferme sur 2, qui a été mis en place, c'est des adaptations des modes de récolte, à la fois des récoltes plus précoces en fourrage pour avoir des meilleures qualités, mais aussi travailler sur les modes de récolte des foins pour optimiser les stades et récolter un fourrage de meilleure qualité. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que si on a un fourrage de moins bonne qualité, autour de 0,6 UF sur une brebis pendant sa lactation, là, à peu près de 80 jours, donc il y a un fourrage moyen, et si on l'améliore un petit peu et qu'on passe sur un fourrage à 0,7 UF, déjà on économise 2,50 € par brebis, rien qu'en ayant une récolte et un fourrage de meilleure qualité.
Donc voilà un peu les leviers qui ont été mis en place sur les fermes. Toutes les fermes qui ont été suivies, elles ont été décrites avec l'ensemble des leviers qu'elles ont mis en place et que vous pouvez retrouver du coup sur le site de capprotein.fr. Et il y a aussi des petites vidéos qui présentent les résultats des exploitations pour en savoir plus. Merci Marie. J'ai juste pas bien compris la partie biodiversité où tu parles de 180 hectares par hectare de surface. Si tu peux le réexpliquer. Sur la partie biodiversité. Oui. En fait, dans la partie biodiversité, on est sur des CAP 2ER de niveau 1. Donc, le critère qui rentre essentiellement en compte, c'est la part de surface d'intérêt écologique sur l'exploitation qu'on met en regard en fait des mètres linéaires de haies. Et du coup, en ovin, on le convertit après en hectares de biodiversité par rapport aux surfaces ovines utilisées. Donc, on est sur des niveaux qui apparaissent beaucoup plus hauts qu'en bovin. C'est notamment un point méthodologique, c'est qu'on inclut les surfaces pastorales. Et donc, sur ces surfaces-là, on a beaucoup de mètres linéaires de haies, donc des systèmes qui entretiennent beaucoup de biodiversité. Et tout le parcours se met en regard d'un hectare de surface labourable comme ça. Oui, c'est ça. Merci. Ce qui est... Peut-être tu peux compléter aussi, Bastien, tu avais participé à l'analyse. Mais... Oui, c'est un peu ça. Il y a une histoire de transfert de volume en fait de la haie. Par exemple, tu vas aller haut, tu vas faire comme un patron en 3D, tu vas l'aplatir au sol. Et du coup, les haies sont considérées comme ça. Et donc, effectivement, comme l'a dit Marie, toutes les estives, du coup. Donc voilà, les estives plus ces infrastructures agroécologiques, du coup, c'est ce qui constitue ce ratio. Voilà. Avant, on était en mètres carrés équivalent de biodiversité. Et voilà, bon, c'est des manières, de voilà, quantifier. De quantifier en fait, voilà. Ce qui est important dans ces indicateurs-là, c'est toujours d'avoir des références à côté pour se positionner. Pour se positionner, ouais, c'est ça qui est important. Et comprendre. Voilà, donc là, on n'a pas effectivement développé tous les indicateurs, mais. Ouais. Après, on est en ovin sur les CAP 2ER, on est sur nos premiers calculs et nos premières références, qui est peut-être un peu moins le cas dans d'autres filières. Donc, du coup, on cherche encore nos critères de positionnement pour un élevage, au final, savoir s'il est dans un repère qui est plutôt satisfaisant ou non satisfaisant. On est dans ces balbutiements de construction, en fait, de repères pour les éleveurs. Ça a été un premier cap de franchi dans Cap Protéines, mais qui sera complété notamment par le projet Greenship, conduit par une collègue à l'Institut d'élevage, où il y a davantage de suivi d'exploitation. Excusez-moi, alors, est-ce que j'ai bien compris? Mais est-ce que finalement, votre conclusion, c'est de dire Cap Protéines pour les ovins, ne cherchez pas l'autonomie sur vos exploitations? C'est ça le message? Non, c'est pas forcément ça le message. C'est que l'autonomie protéique en ovin, on voit qu'on est sur des systèmes qui peuvent atteindre l'autonomie. On voit que là, sur nos systèmes où il y a eu un travail et un effort de fait des agriculteurs pour l'atteindre, on est à 90%. Dans les fermes qu'on a suivies, il y en a quelques-unes qui sont à 100%, mais pour franchir ce cap des 10% restants, ça reste quand même complexe. Autant atteindre l'autonomie protéique pour l'alimentation des brebis, c'est plus simple. Autant sur l'alimentation des agneaux, selon les systèmes de production, c'est beaucoup plus complexe à franchir. Notamment dans nos systèmes de montagne où on est essentiellement sur de la prairie permanente avec des agneaux qui sont alimentés en bergerie. Oui, mais je fais référence au coût, là. Vous avez montré quelque chose qui est contre-intuitif pour moi, c'est que pour avancer dans les diapos. Ça coûte cher d'être autonome. Voilà. Alors, celle-ci et celle d'après. Voilà. Ça, c'est les mêmes. Voilà, ça montre la même chose. J'ai envie de. Je comprends peut-être pas, mais ma conclusion serait de dire cherchez surtout pas l'autonomie, il vaut mieux que vous achetiez à l'extérieur, quoi. Ça marche parce que vous êtes sur une campagne 2020.
Oui. Aujourd'hui, si on refaisait, on n'a pas les D'accord. résultats de 2022. D'accord. Donc là, l'alimentation achetée, on avait quand même un écart de 80 centimes dans une conjoncture 2020, avec un coût du concentré qui était à 200 € la tonne. Là, tout de suite, si on discute dans les années du sommet, on est plus proche des 450 en conventionnel. On va bientôt franchir la barre du double en bio. On est plutôt proche des 1000 € tout de suite. Donc ça, ce serait intéressant de regarder dans le contexte de 2022, qu'est-ce que ça donne. Parce qu'en fait, la dépendance des exploitations sur l'alimentation achetée des fermes les plus autonomes, elle est moindre. Donc, en la produisant, ça leur coûte, mais ils ne dépendent pas de la fluctuation du prix des matières premières. Je ne sais pas si ça répond à votre... Si, mais regardez, suivre l'élasticité en permanence. C'est vrai qu'en période normale, je veux dire, en période normale, vous n'appliquez pas, quoi. Mais en fait, toujours sur ce même sujet, sur ce même graphique, et qui n'est pas spécifique aux ovins viandes, hein, parce qu'on le voit aussi dans d'autres, dans les autres productions, ce qui pèse très lourd, c'est la mécanisation. Et comme alors Marie, tu dis aujourd'hui on est à 500 € la tonne. Enfin, pour produire aussi nos céréales ou nos protéagineux aujourd'hui, vu le coût du gasoil, le coût de production aussi va augmenter. Et pour reboucler avec ce que disait Marc tout à l'heure sur la dépense énergétique, la question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement, est-ce que des exploitations d'élevage relativement herbagères ont intérêt à être autonomes sur ce qui leur manque, ou est-ce qu'elles ont intérêt à contractualiser avec des polyculteurs élevage. Et d'ailleurs, si on regarde à l'échelle nationale, dans les charges de structure des exploitations d'élevage françaises, les coûts de mécanisation et les charges de structure sont plus importantes que des exploitations d'élevage, par exemple allemandes, qui contractualisent beaucoup plus des achats d'aliments plutôt que de le produire sur leur propre ferme. Donc, voilà, cette notion d'autonomie, effectivement, cette gestion de compromis, et je pense, va être à trouver, notamment avec l'augmentation du coût de l'énergie. Je te rejoins là-dessus. Ouais. C'est des compromis et des adaptations sur chaque exploitation et chaque zone, de voir jusqu'où il est intéressant de pousser le curseur de l'autonomie, tout en gardant une efficience économique et environnementale. Et pour tout comprendre jusqu'au bout, dans une autre diapo, tu as dit que par contre le revenu redonne les postes qu'il explique. Enfin, oui, il était à peine meilleur, mais il était contrebalancé. Oui, on a un coût du système d'alimentation plus élevé. Par contre, sur les fermes les plus autonomes, on était sur des rémunérations du travail, donc qui incluent les charges opérationnelles, les charges de structure et les charges supplétives, donc la rémunération du foncier et du capital et du travail. On était sur des niveaux de revenus, donc l'approche coût de production, qui était de 0,5 SMIC par UMO de plus sur les fermes les plus autonomes. Mais c'est pas lié uniquement qu'à l'autonomie, mais à mettre en regard de ce que dit Patrick sur la partie charge de structure notamment. Donc c'est nos premières analyses, on va continuer à les peaufiner sur le projet Cap Protéines et avoir un regard interfilière qui sera intéressant aussi à avoir. Et en complément sur cette même question, dans les réseaux CIVAM, ça fait 10-15 ans qu'ils étudient les résultats économiques de fermes économes et autonomes, c'est comme ça qu'ils les appellent, et principalement en système bovin laitier, et qu'ils montrent bien que même si on a une entrée marge brute ou coût de production, par exemple, peut-être que c'est au désavantage de système dit économe, mais qu'à l'échelle du système, l'efficacité, par exemple, le biosurproduit, et le revenu sont clairement en la faveur des systèmes économes et autonomes. Donc la réponse à votre question, c'est non, ça vaut mieux d'être autonome, parce qu'à l'échelle du système, c'est quand même beaucoup plus efficient. Ouais, surtout dans les réseaux civils, économe et autonome, mais surtout économe. C'est-à-dire valoriser d'abord ces prairies pour avoir le moins besoin possible d'aliments concentrés, qu'on les produise ou qu'on les achète, quoi. Et c'est déjà la base d'être d'abord économe. Oui, mais du coup, c'est autonome aussi. Parce que s'ils ils n'achètent pas leur concentré, ça. Oui, mais ils ne les produisent pas non plus. C'est-à-dire qu'ils valorisent leur air. Et du coup, en fait, c'est qu'ils se reconstruisent leur système alimentaire sur un pâturage. Et la prairie est une ration équilibrée, au moins pour bonne partie de l'année.
et qui font aussi des choix en termes de productivité, parce que là, on ramène au kilo de carcasse. Mais vous ramenez au litre de lait, c'est pareil. Forcément, ça peut paraître défavorable en termes d'efficience, mais en fait, c'est pertinent à l'échelle du système. Parce que certes, ils font des concessions à montrer sur de l'herbe plus haute, mais qui n'a rien coûté à produire, ce qui coûte toujours moins cher que du stock. Et même s'ils perdent des litres de lait ou quelques kilos de carcasse, ils ont une efficience excellente, très bonne. Il y avait une question au fond. Ouais, j'ai deux questions sur ce qu'a dit Marie. D'abord, sur justement quand même le revenu, là, la diapo, où il y a le revenu des bio. Qu'est-ce qui explique que le revenu des bio est un peu supérieur aux autres? C'est plus un effet de charge de structure, et là, on rentre. C'est plutôt des systèmes qui sont moins intensifiés, avec des chargements moindres sur des surfaces plus grandes. Et ce qu'on a toujours observé aussi, Marie-Claire n'est plus là dans les bioréférences, mais c'est des fermes qui ont beaucoup moins de charges, surtout de mécanisation en fait. Ouais, bon, mais parce qu'en général, quand même, on ne trouvait pas un écart aussi chez les ovins, quoi. Hein. Bon. Après, c'est le constat, ce que je vous dis, ça reste un échantillon de 40 exploitations dans une échelle nationale suivie sur une année. Et c'est vrai qu'on aurait un regard d'avoir ces fermes suivies sur 2021-2022, ce serait très intéressant aussi. Donc, dans le projet Cap Protéines, ça n'a pas été prévu en ce sens, mais on va avoir la majorité des fermes remonter là sur la campagne 2021, donc ça vaut le coup qu'on regarde ce que ça donne aussi. Parce qu'on est chaque année là qui se suit est tellement différente que c'est des premiers repères, mais de là en tirer des grandes conclusions, faut rester prudent. Et j'avais juste une autre petite question sur les premiers chiffres qui sont globaux. 50% du soja est consommé par les ruminants. Je suis surpris, je pensais que la part des monogastriques était supérieure. Et donc la question que ça me pose toujours, c'est que ces ruminants-là, quelle est la part des vaches laitières, enfin des troupeaux laitiers? Ça doit être important du coup. Parce que sinon, c'est surprenant que la moitié ça aille aux ruminants, quoi. Ça, c'est global, France, global, global. Ouais. Les bovins laits pèsent pour 31%. Pas plus. Sur les 50, oui. Donc, 30%. 31 les bovins laits et 16 les bovins viande. Donc, c'est une grosse part des bovins. Que je comprenne bien, sur la part des ruminants, il n'y en a que 30% pour les vaches laitières. Non, sur le total. Sur le total. Ah non, sur le total. D'accord. Donc, au final, dans les ruminants, c'est eux qui pèsent le plus. Ouais.